Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Al24 News dans cette édition spéciale consacrée à la visite du président français Emmanuel Macron. 3 jours de visite, beaucoup de réussite et de coopération entre l'Algérie et la France. Pour parler de cette visite et des conséquences de cette visite, nous allons débattre sur le côté mémoriel, mais également sur le côté coopération stratégique, mais surtout sur la coopération diplomatique. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Kamal Mensari, directeur de publication du Jeune Indépendant. Bienvenue, Kamal. Merci de m'avoir invité. Voilà, bien sûr, nous avons nos compères sur l'émission édition spéciale, Reda Harirach, spécialiste des questions stratégiques, mais également Sofiane Baroudi, journaliste de Al24 News, spécialisé dans les questions historiques. Avant de commencer le débat, nous allons écouter la déclaration du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, sur justement le bilan de cette visite du président français Emmanuel Macron. Cette visite excellente, nécessaire et utile pour la relation entre nos deux pays. Je pense, de mon point de vue, que c'est une réussite, c'est une visite très réussie qui a remis beaucoup de choses à leur place et qui a permis un rapprochement qui n'aurait pas été possible si il n'y avait pas la personnalité même du président Macron. Et je le remercie de cette visite. Le président de la République a placé les mots justes, une visite très réussie et qui a remis en place de pas mal de choses entre l'Algérie et la France. Kamal, quel bilan justement peut-on tirer de cette visite de 3 jours qui a été très très fructueuse pour les relations diplomatiques entre Alger et Paris? D'abord, il faudrait, comme ça a été souligné, donc remettre les choses en place, il faudrait aussi savoir raison garder en matière de bilan. Donc on est au début de cette les implications de cette visite. On attend toujours de voir les implications et les résultats de cet accord d'Alger, la déclaration d'Alger en matière de coopération stratégique, de coopération bilatérale. Il reste beaucoup de choses en attente. Bien évidemment, ça, justement, au départ, ce qu'il faut vraiment noter, c'est qu'elle a dégelé la crise qui s'est instaurée entre les deux pays depuis septembre 2021. Maintenant, sur les deux dossiers essentiels qui sont la mémoire et la gestion des affaires courantes en Algérie, c'est-à-dire en matière de gestion des affaires intérieures du pays, c'était les mots qu'avait prononcés Macron à cette occasion. Donc, pour pouvoir parler de bilan, donc, il faut voir d'abord, il y a eu ce dégel dans les relations entre Alger et Paris. On n'est plus dans le schéma de la crise, on n'est plus en crise. Il y a un moyen de faire avancer les choses. Et ce qui a été qui a attiré l'attention de tous les observateurs et qui a été une surprise, bien évidemment, c'était la réunion du haut niveau au niveau sécuritaire entre le président Macron et les chefs d'état-major français de l'armée et leurs homologues algériens. Donc, il y a une étape nouvelle qui ne s'est jamais produite en Algérie. C'est ça le bilan. S'il faut faire de bilan, la nouveauté, elle est sur ce point-là, sur ce volet-là. En ce qui concerne les relations bilatérales, il y a certainement, il y a eu un mécanisme qui a été mis en place, le Haut Conseil de coopération, qui va prendre en charge toutes les doléances ou bien tous les dossiers en suspens en matière probablement d'économie, de visas, et puis bien évidemment de matière de coopération sécuritaire, que ce soit sur le plan intérieur ou extérieur. Pour le moment, le bilan est sur le fait que sur le protocolaire, la mission du président français semble réussie. Il y a l'aspect qui est ce qu'on appelle les résultats, c'est-à-dire le palpable. Qu'est-ce qu'il va y avoir après cette visite? Est-ce qu'on va retomber encore une fois? Parce qu'il ne faut pas oublier que le président français est tributaire, son action est tributaire de l'appui du Sénat et du Parlement français. Donc, toute politique, toute décision doit avoir l'approbation. Sur le côté algérien, nous n'avons pas le même schéma de système, le même schéma de comportement, encore moins de décisions. En France, c'est un peu plus complexe.
qu'en Algérie, c'est un peu plus complexe. Pourquoi? Parce que déjà, le pouvoir dirigeant en France est un pouvoir électoral qui peut partir et qui peut donner lieu à une nouvelle force politique, qui peut remettre en cause certains accords ou certains aspects de cet accord ou de cette déclaration d'Alger, comme il peut y avoir une avancée. Donc, tout ça est tributaire de la partie française et non pas algérienne. Les Algériens ont fait ce qu'il fallait, ils l'ont accueilli, ils ont montré leur disposition à faire en sorte à ce que les crispations disparaissent. Nous sommes dans cette configuration. Maintenant, c'est le concret. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui va se passer? C'est là, à partir de là, on pourrait dire ce qu'on appelle un bilan global. Nous sommes dans le petit bilan. C'est le début. Il restera le bilan global qu'il faut voir. Est-ce qu'on va réduire encore les visas ou les augmenter? C'est la question immédiate. Est-ce qu'on va vers une levée de déblocage sur la question des renvois vers l'Algérie, c'est-à-dire les autorisations consulaires? Donc ça reste les choses immédiates qui ont conduit à une crispation entre Algérie et la France. Globalement, bien évidemment, il faut voir qu'il y a un changement énorme lors de cette visite. On a un changement de cap qui s'est traduit par ce qu'on appelle une coopération irréversible. C'est les mots qui ont été utilisés, c'est le mot irréversible. Il y a une consolidation des rapports entre Alger et Paris. Où est-ce qu'ils vont mener sur le plan stratégique? Je dis bien stratégique et non pas bilatéral, puisque tout ce qui est bilatéral est sujet à des mécanismes entre les États et entre les institutions. Mais sur le plan stratégique, que va-t-il se produire? Est-ce qu'on va aller vers une nouvelle configuration dans les relations algéro-françaises, s'agissant des conflits, s'agissant des relations? Est-ce que la France va prendre encore plus de place dans les questions stratégiques, celles qui impliquent l'Algérie? Je parle du dossier militaire, je parle du dossier du Mali, probablement du Sahel et de la Libye aussi. Donc, ça, il y a quelque chose, il y a une nouvelle indication qui donne l'impression qu'il y a un changement de cap, bien sûr, probablement induit par les tiraillements dans le monde, par un monde qui bouge, un monde qui n'est plus sur place, surtout depuis la crise de l'Ukraine. Est-ce que l'Algérie a complètement changé de cap, ou bien c'est une façon de savoir gérer une puissance coloniale et un ancien pays qui lie l'Algérie par divers dossiers? Alors, Reda Harirech, le président a déclaré que la visite du président Macron a ainsi permis un rapprochement qui n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas la personnalité même du président Macron. Alors, quelle est la différence entre la méthode Macron et les autres présidents qui se sont succédés et qui ont rendu visite en Algérie? Je parle bien sûr de Chirac, de Hollande et même de Giscard d'Estaing et de Mitterrand. Et Sarkozy, bien sûr. Le président Tebboune fait certainement référence à un certain nombre de qualités que le président Macron a, à savoir une écoute. Il faut rappeler que le président Macron est le premier président qui est né après la fin de la guerre d'Algérie. Oui, c'est-à-dire que le président Macron n'est pas alourdi par des considérations anciennes. C'est quelqu'un qui veut se projeter dans le XXIe siècle et il se veut être un homme du XXIe siècle. Donc, il veut faire avancer les questions en ce qui concerne notamment les questions mémorielles, mais aller beaucoup plus loin. Et beaucoup plus loin, ce sont les questions relatives aussi bien à l'économie qu'aux questions stratégiques. Et donc, les bonnes relations qui existent entre deux hommes qui sont de deux générations différentes leur ont permis de se rapprocher et de raccorder leurs violons, puisque malgré les vicissitudes qu'on a pu observer l'an dernier, en 2021, il a suffi de quelques mois pour clarifier donc la situation de part et d'autre. Et certainement, nous allons assister à une refonte des relations entre les deux pays, parce que cette refonte est tout à fait nécessaire, vu ce qui se passe actuellement dans le monde entier. Et donc, des questions primordiales doivent être abordées, comme les questions qui sont liées au Sahel, la situation au Mali, au Burkina, au Tchad. Tout ceci nécessite une coordination entre les deux pays. Et donc, c'est aussi valable. Coordination sécuritaire surtout. Coordination sécuritaire et économique aussi, parce que
cette région-là fait partie de ce qu'on appelle la CEDEAO. Il y a d'autres questions aussi qui viennent s'y greffer, notamment en ce qui concerne le franc CFA, qui est remis en cause de plus en plus. Tout à fait. Donc ça, c'est un point qui a été abordé. Il y a un deuxième point aussi qui n'a pas été médiatisé, c'est le conflit russo-ukrainien. Le président Tebboune a été invité pour se rendre à Moscou prochainement. Et sans doute que les deux chefs d'État ont abordé cette question-là. Et l'Algérie a été sollicitée, non pas pour une médiation officielle, mais pour pouvoir éventuellement peser dans le sens d'une résolution pacifique qui ferait intervenir un certain nombre de pays clés, des anciens pays non alignés. Donc les relations sont bonnes entre l'Algérie et la Russie, et de ce point de vue-là, l'Algérie, elle peut servir de pont entre les deux camps, le camp occidental et le camp sino-russe. Voilà. Il y a un dossier qui revient à chaque fois entre les relations entre Paris et Alger, c'est le dossier bien sûr mémoriel, une préoccupation commune qui a été abordée par les deux chefs de l'État. On écoute, avant de commencer le débat sur cette question précise, les déclarations des deux présidents sur la question mémorielle. Nous sommes mis d'accord pour la mise en place de cette commission d'historiens, presque dépolitisés, pour traiter la mémoire sous l'angle de l'histoire, pas sous l'angle de la politique. Je pense que la commission pourrait être installée dans les 15 ou 20 jours qui suivent, de part et d'autre. Le temps qui leur est imparti, nous avons parlé avec le président Macron d'une année. Ça peut être un mois peut-être s'ils terminent leur travail avant. Ou s'ils prennent encore un peu plus de temps, tant mieux, parce que les bonnes choses prennent du temps. Sur la question mémorielle et la question franco-algérienne, nous sommes comme sommés en permanence de choisir. Et il faudrait dire, choisissez la fierté ou la repentance. Moi, je veux la vérité et la reconnaissance. La vérité et la reconnaissance, sinon on n'avancera jamais. Et donc cette histoire, on doit la regarder en face avec courage, avec lucidité, avec vérité. C'est ce que je fais depuis 5 ans. Et je le fais d'abord avant tout pour la France, parce que c'est la matrice du problème mémoriel que nous avons avec tant et tant de pays. Alors la question mémorielle est une question qui revient toujours dans les débats entre les deux pays. Sofiane Baroudi, quelle est la nouveauté avec cette visite d'Emmanuel Macron? On va dire qu'il y a plusieurs nouveautés déjà qui ont été enregistrées, même si concrètement on attend la mise en place, par exemple, de la commission d'historiens qui a été demandée. Indépendante la vraie nouveauté, c'est, insiste le président de la République, indépendante, objective et qui sera, on va dire, une commission vraiment scientifique dont la mission sera d'abord de restaurer une lecture objective et une lecture ample au-delà des interprétations politiques et surtout politiciennes. Le président de la République a insisté sur le fait que la commission serait quasiment dépolitisée. On sait très bien la virulence qu'a encore la question mémorielle actuellement, notamment en France, entre différents camps qui s'opposent la droite toujours, et la gauche. entre notamment une expression d'extrême droite très forte actuellement, y compris au Parlement et de manière institutionnelle, et entre ce que le président de la République a appelé il y a un an les lobbies. C'est-à-dire il y a un lobby de nostalgiques qu'on connaît très bien. Il y a aussi un lobby qui vise à galvauder d'une manière ou d'une autre un récit historique qui serait forcément favorable au récit civilisationnel légendaire. Mais la vraie nouveauté, c'est qu'il y a un travail, si vous voulez, au-delà de la repentance, un travail de tentative de restauration d'une vérité historique qui est nécessaire parce que la revendication algérienne de reconnaissance ne se borne pas à la reconnaissance des crimes perpétrés par le colonialisme, vu qu'actuellement, en 2022, la colonisation, le colonialisme est considéré comme un crime contre l'humanité de manière, je vais dire, quasiment axiomatique, c'est-à-dire que c'est quelque chose, une règle que tout le monde partage, ça a été condamné par tout le monde. Par la reconnaissance, il s'agit aussi de reconnaître d'abord le poids géopolitique de l'Algérie, de la nation algérienne et aussi les apports du peuple et de la civilisation, on va dire, algérienne, c'est-à-dire au cœur de la civilisation africaine, islamique et arabe, mais aussi berbère, aux apports à, si vous voulez, à l'essor civilisationnel international. La déclaration commune a insisté sur la nécessité du respect du droit international, par exemple, en plus de l'objectivité, et la nécessité aussi, si vous voulez, qu'il y ait un travail d'apaisement des mémoires, notamment du côté
français, j'insiste encore, parce que la virulence de cette question se fait ressentir notamment de l'autre côté de la Méditerranée. En Algérie, c'est une question qui est prise en charge par la société civile. À ce propos, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont succédé à la crise diplomatique due notamment aux propos sur la nation algérienne. Ces activités ont été prises en charge d'abord par la société civile. On va citer par exemple l'association Michel Chahid qui a, avec El Moudjahid, organisé plusieurs forums de la mémoire, avec y compris la contribution d'historiens ou alors d'activistes associatifs français qui ont permis aussi la mise en lumière des crimes contre l'humanité, mais aussi la mise en lumière de pans de l'histoire qui doivent être étudiés d'une manière apaisée pour permettre justement d'avancer sur des questions qui se posent encore aujourd'hui. D'aujourd'hui. Par exemple, juste un petit détail sur la conflictualité de la question mémorielle en France. Par exemple, le récit de la Deuxième Guerre mondiale actuellement pose encore problème entre les différents camps en France. Il s'agit de reconnaître, par exemple, ce qu'a vraiment été le régime de Vichy, ce qui n'est pas encore reconnu complètement, et ce qu'a été aussi l'apport, si vous voulez, des Nord-Africains et de l'Afrique du Nord dans la libération de l'Europe. Et la question est complètement d'actualité, vu justement le conflit russo-ukrainien qui amène des correspondances, si vous voulez, d'ordre stratégique sur l'importance de l'Afrique du Nord dans un conflit éventuel en Europe, ce qui risque de se produire éventuellement. C'est l'une aussi des raccords, si vous voulez, entre la question mémorielle et l'actualité politique et stratégique. Reda Harirash, la question justement mémorielle a été très bien traitée par Emmanuel Macron bien avant son élection, justement. Il est venu faire une déclaration très historique à partir d'Alger sur la colonisation, les crimes de la colonisation. Est-ce qu'aujourd'hui, le président Macron a une nouvelle, disons, touche sur le traitement de l'histoire dans la mémoire entre Alger et Paris? Il se veut être proche du peuple algérien, puisqu'il a été visité donc, aussi bien la capitale que la deuxième ville, la deuxième métropole économique au rang. C'est un des présidents les plus sensibles aux revendications algériennes. Il essaye de faire avancer le dossier d'une manière concrète. C'est pas évident parce qu'il a chez lui en France affaire à un État profond qui a été impliqué au cours de la période coloniale quand même dans des crimes de masse importants. Mais il essaie tout de même de regarder les choses en face et de dire que le moment est venu de dire au moins ce qui s'est passé. C'est-à-dire même s'il n'est pas question de repentance, même s'il n'est pas question de pardon, et les Algériens ne demandent pas la repentance, mais ils demandent tout de même à ce que la vérité soit rétablie, notamment en ce qui concerne le nombre des victimes pendant la guerre entre 1954 et 1962, et le nombre des victimes, notamment pendant toute la période coloniale. Depuis 1830. Oui, depuis 1830. C'est extrêmement important de dire tout simplement ce qui s'est passé dans un premier temps. Donc, s'il y a un progrès de ce point de vue-là, et lui, il est prêt à s'engager dans ce sens-là, eh bien certainement qu'on pourra ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays. D'ailleurs, la déclaration commune prévoit l'ouverture, voire la restitution des archives. C'est un détail aussi important. On va parler. Justement, j'allais poser la question à Kamel. Quelle est la nouveauté du président Macron concernant la mémoire, sachant que la question épineuse qui disons, perturbe les relations algéro-françaises, c'est la question des archives. Les différents présidents avaient toujours refusé l'ouverture des archives. Pas seulement les présidents, les institutions, mais également les politiques ont refusé l'ouverture des archives. Aujourd'hui, Macron est prêt à ouvrir les archives. Il en a parlé d'ailleurs. D'accord. Mais il faudrait tout d'abord remettre le contexte. Il y a un problème de concept en matière de... Le colonialisme n'est pas un crime de guerre, ni un crime contre l'humanité. En 1946, lors du procès de Nuremberg, il a été listé tous les crimes contre l'humanité, les génocides et tout. Tout à fait. Le colonialisme, c'est le crime des crimes, c'est la matrice de tous les crimes. Un génocide, on fait disparaître une population, elle disparaît, il n'y en a plus. Mais soumettre un peuple pendant 132 ans à l'esclavage, à la brimation, à la violence, au déni de tous les droits, ça c'est quelque chose qui n'a pas été sur le plan juridique défini. Le colonialisme, c'est la matrice, c'est le crime des crimes. Donc on ne peut pas aujourd'hui comparer un crime contre l'humanité et le colonialisme. Il y a un travail juridique qui doit être fait là-dessus pour dire que
au-dessus du crime contre l'humanité, le génocide ou le massacre, il y a le colonialisme qui englobe tous ces crimes-là. Ce qui rend la mission difficile en matière de vérité ou en matière de conciliation des mémoires. Ça, l'aspect des archives n'est qu'un détail parmi tant d'autres. Il y a certes, tout d'abord, cette histoire, elle a deux volets, elle n'a pas qu'un seul, elle est malheureusement inconciliable. On ne peut pas concilier deux mémoires différentes, la mémoire du colonisé et la mémoire du colonisateur. Donc celui qui a été privé de ses terres, de sa liberté pendant son transit, ne peut pas avoir la même lecture, encore moins le même réflexe vis-à-vis de l'écriture de l'histoire. Il est la victime, on ne peut pas demander à la victime et le bourreau d'être sur la même longueur d'onde. La question des archives, elle est posée, mais la plus importante, c'est celle des archives des armées, de l'armée française. Est-ce que l'armée française est prête à remettre les archives ou à les ouvrir aux chercheurs, y compris parce que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes depuis 62, on a 60 ans d'indépendance, on n'a pas accès aux archives de l'armée. Il y a certains archives qui ont été ouvertes. Ils ont autorisé l'ouverture aux archives de la police, par exemple. Oui, mais pas l'armée. Donc, parce que les archives, il faut être honnête, il faut être aussi objectif et pragmatique. C'est un risque pour les deux côtés. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a. Ça peut compromettre des partis en Algérie comme ça peut compromettre des partis en France. Lorsqu'on parle des détails, je ne parle pas d'anecdotes, mais de détails, comme le massacre du 17 octobre 61, là, la vérité est claire. Donc, les archives sont présentes. On peut déterminer ce qui s'est passé et produit. Mais durant 132 ans, c'est très difficile. Surtout que ceux qui contrôlaient le pays étaient une administration militaire et coloniale. Donc, c'est pas une institution civile. Ce sont des militaires qui ont tout le temps rapporté, et on voit ce qu'a écrit le travail fait par Olivier Lecgrand-Maison sur ce qui s'est passé en Algérie et tant d'autres historiens qui rapportent des faits dictés par des militaires comme des généraux et des maréchaux comme Cavaignac ou comme Saint-Arnaud ou comme d'autres généraux qui sont sanguinaires. Donc, est-ce que ces archives-là... Et on n'oublie pas qu'il ne faut pas oublier que dans l'opération d'occupation de l'Algérie, il y a eu des Algériens qui ont participé à cette opération. Donc, est-ce qu'on est prêt à prendre nos responsabilités et assumer cette vérité qui peut nous faire mal? Bien évidemment, c'est un travail douloureux, difficile, et donc c'est un travail qui va être très, très plein d'épines sur le terrain. Et aussi, il faut arrêter avec cette... Moi, ce qui me choque, c'est cette politique de petits pas. Aujourd'hui, on reconnaît l'assassinat de Boumendjel. Demain, on dit l'assassinat de Ben Mehdi. Hier, c'était Odin. Et cette politique de petits pas ne sert à rien. Donc, c'est presque, on dirait, qu'on fait en sorte, comme si on donne un petit bonbon à un enfant, et puis juste pour le calmer, alors que la question est bien globale. Il y a un travail qui doit être du côté algérien. Il ne faut pas s'attendre à ce que les Français écrivent notre histoire ou participent à l'écriture de notre histoire. Ça ne s'est jamais vu. Il n'y a jamais eu dans l'histoire où deux peuples écrivent la même histoire ou bien écrivent deux histoires et qui peuvent servir à faire oublier les traumatismes vécus surtout par l'occupant. Les Chinois ne l'ont pas fait avec les Japonais, en dépit des faits que les Japonais se sont excusés. Aucune nation n'a écrit l'histoire avec le colonisateur, ça n'a pas existé, ce qui rend la mission difficile. C'est vrai, il y a un travail d'académicien, et en plus, attention, on parle de dépolitiser le travail, mais en France, les chercheurs sont indépendants, il peut y avoir des chercheurs qui sont à l'intérieur de cette commission, mais d'autres qui vont faire le travail en parallèle, qui refuseront de siéger dans cette commission, ou bien même d'obéir à ce qu'on appelle des injonctions, ou bien des desiderata des politiciens. En France, ou en Europe, en Occident, les chercheurs sont indépendants et libres. Donc, il faudrait faire en sorte à ce qu'on ne bureaucratise pas la recherche et on ne bureaucratise pas le travail de l'histoire. Il faudrait qu'en Algérie, on donne les moyens à nos chercheurs. Certes, la question des archives est cruciale, comme l'a dit Salim, mais il est important que nos chercheurs et nos historiens font le travail d'eux-mêmes. Est-ce qu'il y a un problème, justement,
disons, d'identification de ces chercheurs. On parle beaucoup d'historiens qui sont installés ici, mais aussi qui sont installés en France, comme Mohamed Harbi, par exemple. Oui, Est-ce qu'on l'associe à ces projets? Est-ce que d'autres qui ont leur propre vision de la guerre d'Algérie? Je ne peux pas prononcer là-dessus. Il faut comprendre une chose. Durant 132 ans, il n'y avait pas d'Algériens proprement dit qui contrôlaient tout. On n'avait rien. On n'avait pas d'archives. Nous étions colonisés. Celui qui avait les archives, c'était l'administration coloniale française. Oui. Du côté algérien, il n'y a rien. Lorsqu'on était devenus aujourd'hui, les chercheurs à l'indépendance, c'est un pays ruiné complètement. Aujourd'hui, un chercheur ou un historien algérien, pour faire une recherche sur l'histoire, il doit aller justement il y a eu un travail qui a dans été les fait archives françaises. On peut citer Mouloud Gaïd qui a fait un travail. Il y a d'autres chercheurs qui sont historiens, d'autres historiens qui sont un peu crédibles, Paul Ajran, André Julien, ils ont essayé de faire un travail. Mohamed Harbi, Saadallah, oui, mais pas spécialité, il n'est pas spécialisé dans le mouvement national. Donc, justement, la spécificité, c'est d'ouvrir de 1830 à 62. Oui, il ne s'agit pas juste de la période de la guerre. Il faut éplucher, il y a beaucoup d'écrits. C'est très important. Il y a énormément d'écrits sur la colonisation du côté, et parfois avec un prisme raciste. Mais il faut éplucher ces documents-là, et il faut faire le travail. En Algérie, on a essayé de donner lieu, de laisser certains historiens travailler. Il y en a qui font, ils ont fait du travail, mais sur une période précise. Se réfèrent à Yves Courrière, par exemple. Absolument, mais pas simplement ça. En plus, il y a certains qui sont spécialisés dans le massacre de mai 45. Oui. Donc on n'est pas obligé d'écrire une histoire globale. Il y a des événements. J'ai parlé du 17 octobre. Ça peut aider à reconstruire notre mémoire. Et bien sûr, mettre la France devant ce fait accompli. C'est pour ça que j'ai dit, lorsqu'un colonisé qui a subi un traumatisme aussi violent, il faut comprendre qu'aucun pays, il ne faut pas l'oublier, qu'aucun pays n'a subi ça. Et en plus, aujourd'hui, on ne peut même pas demander à l'ANP de participer à ce travail du moment que l'ANP elle-même est l'extraction de l'ALN. Une armée de libération nationale ne peut pas pardonner ce qui lui est arrivé. Donc c'est un peu difficile. Pardon, Sofiane, je voudrais revenir un petit peu sur la polémique entre les déclarations d'Emmanuel Macron sur la colonisation et la Turquie. La Turquie a réagi justement aux déclarations à partir d'Alger sur la colonisation. C'est une bonne question. C'est toujours une problématique entre la Turquie et la France sur justement leur présence en Algérie. Oui, d'autant plus que souvent les Algériens sont silencieux par rapport à cet la aspect-là. question de la présence turque. Pas uniquement la présence turque, mais accessoirement aux relations entre la Turquie et la France. Et de ce point de vue-là, justement, l'Algérie, elle a la possibilité de faire avancer un peu même les relations bilatérales, contribuer à dégeler les relations bilatérales entre la France et la Turquie, qui depuis 15 ans sont dans un conflit diplomatique où ils se tournent le dos. Et en plus de ça, les personnalités d'Erdogan et de Macron n'arrangent pas les choses. Mais étant donné que le président algérien a d'excellentes relations aussi bien avec Erdogan qu'avec Macron, il peut contribuer à rétablir ne serait-ce que le dialogue. Parce qu'il y a beaucoup de malentendus entre les deux pays. Et ces malentendus ont commencé sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Donc la Turquie a été prise de manière cavalière par les dirigeants français de l'époque et depuis les relations n'ont cessé de se détériorer. Chaque déclaration sur la colonisation hérite Ankara. Oui, tout à fait. Maintenant, la présence ottomane en Algérie, est-ce que c'est par rapport à des considérations réellement historiques que la Turquie se positionne ou si ce n'est pas un prétexte qui est invoqué pour régler des comptes avec l'ancienne puissance coloniale en Algérie, parce que régulièrement la France aussi... Macron n'a pas parlé de colonialisme, il a parlé d'influence, de travail de la Turquie, de la Chine et de la Russie pour susciter ou alimenter le sentiment anti-français. Ils n'ont pas parlé d'histoire. Mais la question historique, elle est très présente en France, parce que régulièrement, vous savez bien qu'il y a une communauté arménienne importante en France, et la question du génocide arménien est régulièrement évoquée. Donc à chaque fois que la question arménienne est évoquée, les Turcs ne se gênent pas
pour rappeler les Français en ce qui concerne leur passé aussi bien en Algérie qu'ailleurs en Afrique. Il y a ce premier point. Le deuxième point, il est davantage diplomatique. La Turquie, pour la France, semble être une puissance émergente qui est la concurrence de plus en plus en Afrique, dans son propre précaré. Il faut savoir que les Turcs maintenant produisent des armes comme les drones qui viennent bousculer les fabricants d'armes français. Donc, de ce point de vue-là, ça les inquiète. Et il n'y a pas de compensation de l'autre côté, parce qu'il y a une candidature turque pour intégrer l'Union européenne qui attend depuis des lustres, et on ne voit pas la fin. Et donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, et on reste comme ça dans des déclarations qui reviennent régulièrement, et tous les prétextes sont bons pour se tirer dessus. Et je pense que par rapport à ça, justement, depuis l'arrivée du président Tebboune, étant donné ses relations amicales et cordiales qu'il entretient aussi bien avec le président Macron, on l'a vu ces jours-ci, qu'avec le président Erdogan qui va venir visiter l'Algérie, ça serait bien, une fois pour toutes, pour aborder ces questions bilatérales, aussi bien d'un point de vue diplomatique qu'historique aussi. Pourquoi ? Parce que parmi les 60 tonnes qui ont été donc pris par l'armée coloniale au moment de son retrait d'Algérie en 1962, il y a beaucoup de documents qui ne concernent pas la période coloniale, qui ne concernent pas les relations entre l'Algérie et la France. Qui concerne la présence turque. Entre autres, la présence ottomane ou l'histoire antérieure de l'Algérie. Ouais. Donc, c'est ce que... Romaine. Donc, s'il y a des petits pas qui peuvent se faire, c'est que la France puisse rétrocéder un certain nombre de documents qui ne concernent pas la période coloniale. C'est ça. Et ça serait réellement un geste de bonne volonté et qui pourrait un peu contribuer à désamorcer cette tension-là, puisque ça ne concerne pas les anciens occupants qui étaient ici en Algérie. Sofiane, tu voulais intervenir justement sur la question ? À ce propos, entre la France et la Turquie, il y a une concurrence très forte, notamment dans l'espace méditerranéen, avant le continent africain, notamment sur les questions méditerranéennes orientales et aussi en Libye actuellement, où il y a, si vous voulez, la position d'Alger, c'est beaucoup de pragmatisme, de telle façon à prendre en compte, si vous voulez, le croisement de nos intérêts propres avec ceux d'acteurs qui sont des acteurs géopolitiques importants dans la région. Et dans ce cas de figure particulièrement, la question historique est justement un levier qui est utilisé par les partenaires respectivement. Par exemple, la Turquie avait utilisé au maximum la friction diplomatique autour du volet mémorial entre Alger et Paris pour justement faire avancer, approfondir les relations entre Ankara et Alger, et ça a marché. Parce que, bon, par exemple, sur la question des archives, les archives ottomanes sont ouvertes à la consultation et prouvent déjà, si vous voulez, la vivacité ou la vigueur de la nation algérienne avant 1830. Parce que... Je n'ai pas compris. Vous avez dit que la Turquie a utilisé la question mémoriale pour se rapprocher d'Alger ? À un moment pour torpiller Paris et aussi pour se rapprocher d'Alger. À un moment en 2021... Comme si vous dites que la Turquie nous a manipulés. Non, ce n'est pas une question de manipulation, c'est autre chose. Parce que ce que représente déjà, pour revenir, la nouveauté, c'est que 1830-1962, par exemple, la période historique est divisée en différentes périodes. Il y a la première étape qui s'appelle la conquête, où l'armée française et l'État français ont utilisé des procédés génocidaires, mais il y a aussi des spécificités de cette conquête qui peut être datée de 1830 jusqu'à 1871. Par exemple, le lien avec la puissance turque avant 1830 est une forme d'alliance géopolitique pour faire contrepoids à d'autres puissances. La question, par exemple, la question de la... C'est pas une colonisation, ça n'a rien à voir avec une colonisation et encore moins avec une entreprise de colonisation, de peuplement et de volonté d'acculturation qui est aussi d'ordre confessionnel parce qu'il s'agissait aussi de populations musulmanes qui étaient soumises après 1871 à un code particulier, à un code raciste juridiquement qui s'appelle le code de l'indigène parce qu'elles étaient musulmanes et donc la relation avec l'Empire ottoman d'abord et ensuite la Turquie est particulière de ce côté-là parce qu'il faut savoir qu'à différentes périodes de l'entreprise
si vous voulez, d'invasion, de la tentative d'invasion française en Algérie, il y a eu des liens avec l'administration ottomane et des tentatives aussi d'alliance pour mener des insurrections, que ce soit dans les années 1840, 1860 ou 1870. Mais ce que je veux dire, c'est que la question a été très impactante dans le monde musulman, parce que la libération aussi de l'Algérie en 1962 représentait le grand sursaut du monde musulman. C'est la première grande révolution en Afrique, mais aussi dans le monde islamique. Et on sait que la Turquie actuelle veut être un poids, et elle est un poids dans le monde musulman, pas seulement la Turquie, et ça a ému beaucoup. Il faut savoir par exemple que les marchandises françaises ont été boycottées dans le monde musulman. Et une des raisons qui a été invoquée, c'est le passé génocidaire en Algérie, même au Pakistan. Oui, d'ailleurs, les relations ont été coupées. C'est en ça, ce n'est pas une question de manipulation, mais c'est de la réelle politique où tout le monde utilise ces arguments. Tout à fait possible, dans le sens où la Turquie, c'est-à-dire quand on revient à l'histoire entre l'Algérie et la Turquie, il faut dire une chose, que même si ça fait mal aujourd'hui que nos camarades turcs l'entendent, où la Turquie a été contre l'indépendance de l'Algérie, il a voté contre en l'ONU. Bien évidemment, c'était à une époque différente. Mais la Turquie n'a pas utilisé la question mémorielle pour se rapprocher de l'Algérie. Il faut comprendre qu'il y a une succession de contacts qui ont abouti à la situation actuelle. Donc ce n'est pas, la Turquie n'a pas utilisé la question mémorielle. Ça ne marche pas avec les États comme ça. Donc il y a le pragmatisme, il y a des intérêts communs. On peut pas, c'est pas parce que vous aimez mon passé que je vous donne ce que vous voulez. Ça ne se passe pas comme ça. Sinon, d'autres pays auraient été plus privilégiés en Algérie que la Turquie. La Turquie aujourd'hui, que ce soit la France, si elle s'attaque à la Turquie aujourd'hui, et que la Turquie a réagi, c'est par rapport à ce qui se produit. Par exemple, au Mali, la France accuse la Russie, la Chine et la Turquie d'alimenter le sentiment anti-français. Parce qu'on a remarqué qu'en Afrique, il y a beaucoup de pays, surtout les populations, qui se rebellent contre la présence française. La France est en train de perdre du terrain. Et à qui elle va l'imputer? Elle impute à ces pays-là. Comme si tous ces pays-là colonisés, y compris nous, on a besoin des Turcs et des Chinois pour qu'ils alimentent notre sentiment anti-français, c'est-à-dire anticolonial surtout. C'est-à-dire on n'a pas besoin, notre mémoire existe, on a un passé qui justifie. On n'a pas besoin de la Turquie pour aboutir à ce sentiment. Et en plus de cela, il y a tellement eu de massacres, tellement eu de malheurs en Algérie que dans chaque famille algérienne, il y a au moins un martyr ou quelqu'un qui a disparu, surtout ce dossier-là disparu, qui est toujours d'actualité. Donc on n'a pas besoin que Macron manipule ici. Il y a de la manipulation, c'est de bonne guerre, il dit ce qu'il veut, mais toujours est-il que la réalité le rattrape. Il ne peut pas se défausser, on commence à se fourvoyer sur la question de la mémoire et sur la responsabilité française en Algérie. Là, les Turcs n'ont jamais été des occupants, les Chinois ne nous ont jamais occupés, encore moins les Russes. Donc forcément, c'est des pays issus justement d'une coopération lointaine, et en plus c'est tout à fait normal que les Turcs essayent de revenir en Algérie d'une manière qu'on appelle par le canal économique, et non pas par le canal politique, encore moins par le canal diplomatique. C'est l'économie qui met les règles en jeu. Certes, il y a un conflit entre la France et la Turquie, comme on l'a vu dans le dossier libyen, on le voit aujourd'hui entre la Russie et la France sur le dossier malien, et il peut y avoir d'autres. N'oublions pas qu'en Afrique, il y a une prise de conscience. Les gens comprennent que leur malheur est probablement dû à la présence française et encore aux conséquences de cette présence dont le franc CFA est l'un des moteurs et l'un des gros problèmes pour les économies, notamment du pays du Sahel. Alors, permettez-moi de clore le débat sur la mémoire, parce que je vois que ça va un petit peu très fort. Il y a un point très important de cette visite du président Macron en Algérie, c'est la coopération stratégique entre les deux pays, une coopération qui aura des répercussions dans la région. Écoutons la déclaration du chef de l'État justement sur cette question. Nous sommes entendus sur l'avenir qui nous concerne tous les deux. La France, en tant que première puissance européenne, membre du Conseil de sécurité, très influente, et l'Algérie, l'une des premières puissances africaines. Nous allons agir ensemble dans beaucoup de domaines, en dehors de l'Algérie et de la France, dans l'intérêt de l'Afrique
que nous défendons toujours, défendons les intérêts de l'Afrique. La France est assez proche de l'Afrique aussi. Je pense que ce rapprochement va nous permettre d'aller très très loin. Et vous aurez noté, en tout cas la presse algérienne l'a noté, c'est la première fois depuis l'indépendance de l'Algérie qu'une réunion s'est faite avec la présence des deux présidents et tous les services de sécurité concernés, y compris l'armée, des deux côtés. C'est une première, ça augure d'une action commune dans l'intérêt de notre environnement géopolitique. Une déclaration claire et nette du chef de l'État sur l'importance de la coopération stratégique entre Paris et Alger. Une coopération, Kamel, qui aura justement des répercussions sur la région du Sahel notamment et sur la région de la Méditerranée. Tout à fait, cette réunion de haut niveau entre les représentants de l'armée, à leur tête le président de la République, puisqu'il est le ministre de la Défense, et leurs homologues français, ça a été la surprise de cette ça a été la surprise de cette visite. On ne s'y attendait pas. Et puis, ça augure, certes, comme je l'ai dit précédemment, probablement d'un changement de cap dans les relations géostratégiques entre Alger et Paris. Et bien évidemment, il ne faudrait pas oublier qu'il y a des dossiers un petit peu sensibles qui concernent l'Algérie. La question de la subversion, donc la question de la subversion, ce que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est un dossier qui, parce que de par la présence du directeur du département de la lutte contre la subversion, ça nous donne un petit peu des éléments de lecture de quoi il s'agit, quels sont les dossiers qui vont être les... Il y a ce dossier-là qui va probablement être pris en charge entre les institutions des deux États par les canaux juridiques et éventuellement, il y a aussi ce qui se passe dans la région. La présence des deux représentants des renseignements algériens intérieurs et extérieurs démontre qu'il y a une volonté d'aller vers la prise en charge de dossiers qui concernent la région. Ce n'est pas simplement le Mali, on parle beaucoup de Mali. Il y a aussi la lutte contre l'immigration clandestine. La lutte contre... Non, mais il y a le Sahara occidental. Attention, ouais. ça devient de plus en plus embourbé, on est menacé. Il y a la question du Maroc doit être prise en charge. Bon, est-ce que c'est un dossier bilatéral? Oui, c'est un dossier bilatéral du moment que la France elle est partie prenante de ce conflit-là. Quand je dis partie prenante, elle soutient le Maroc dans sa solution pour l'autonomisation. Donc, il y a ce dossier-là qui est aussi sensible, attention, parce qu'on est en train de voir des frictions. Et l'Algérie ne voudrait pas que ce dossier se transforme en bourbier ou bien ou devient une source de tension permanente. Je ne sais pas dans quelle mesure cela va être fait. La question du Mali, elle est importante du moment que l'accord d'Alger est en suspens. On n'arrive pas à le faire aboutir. La Mamara l'a reconnu lors de sa rencontre avec Lavrov qu'il y a un problème en matière d'accord d'Alger. Pourquoi? Parce que la question du désarmement des groupes armés n'a pas été élucidée. Aujourd'hui, les attentats terroristes en Mali se perpétuent, se multiplient, trop de victimes. Ils ont touché même des Algériens. Nous avons des ressortissants qui ont été victimes de ces attentats. Jusqu'à quand ça va y aller? Donc il faut une solution. C'est la présence, la multiplication de ces actes terroristes peut amener, ils peuvent devenir un danger croissant pour l'Algérie, en dépit du fait qu'on est en train de contrôler nos frontières. Donc une action commune entre l'Algérie et la France est nécessaire. Pourquoi? C'est aussi, il faudrait remarquer que la France a probablement commis des erreurs dans cette stratégie du Mali. Elle a aussi mis à l'écart l'Algérie, en jouant la carte du G5 Sahel, en jouant la carte du rapprochement avec des gouvernements sans passer par l'Algérie, en dépit du fait qu'il y avait le CEMO qui était une bonne structure organisationnelle pour lutter contre la menace terroriste dans le Sahel. Donc la France, elle paye ses erreurs, elle revient maintenant à une coopération avec l'Algérie parce que, et maintenant je pense qu'il y a des mécanismes qui vont être mis en place pour pouvoir justement régler cette question cruciale du Mali qui pose énormément de problèmes sécuritaires pour l'Algérie. L'Algérie, ça lui coûte de l'argent, des armes et en plus une menace permanente pour la paix. Quand je dis une menace permanente, il faut se rappeler ce qui s'est passé en 2013, janvier 2013, à Tigane-Tourine. Ça a été des groupes armés sont entrés en raison du fait que
conflit-là perdure. Aujourd'hui, on croit qu'il n'y a rien, mais nul ne sait si ces des attaques terroristes ne se perpétuent pas. L'Algérie avait demandé, on se rappelle tous qu'elle avait demandé d'une coopération des États-Unis, mais les États-Unis n'avaient pas cette volonté de donner l'information. Quand je dis l'information, c'est le renseignement au service algérien. Et le fait, il faudrait que la France cesse d'être une source de financement des groupes armés à travers le paiement des rançons. Donc aussi, ce dossier-là doit être clos et que, bien évidemment, on a vu comment des groupes armés, une fois que les rançons sont payées, se retrouvent en Algérie, entrent en Algérie et deviennent une menace. L'armée avait arrêté au moins une vingtaine de ses membres libérés au Mali ou en Mauritanie qui se retrouvent en Algérie. Donc cette question-là doit être, je pense, à mon avis, l'un des dossiers clés au cours de cette discussion. Bien évidemment, il faut attendre plus là. Et probablement, la coopération va toucher d'autres domaines, le domaine de la formation, le domaine de l'échange de renseignements. Bien que la question de l'échange de renseignements entre Alger existe depuis longtemps, il y a des mécanismes qui sont mis en marche. Est-ce que ça va être développé? Là, on verra à l'avenir. Alors, il y a une image qui m'a un peu marqué, c'est la présence de l'ex-ambassadeur de France en Algérie, Bernard Amier, qui est aujourd'hui le chef de la sécurité extérieure. Reda Harirash, une rencontre qu'il n'avait jamais rêvé, hein, M. Amier. Parce que c'est une rencontre de haut niveau qui jamais n'avait lieu comme ça, diplomatiquement, comme ça a été montré lors de cette visite. Est-ce qu'il a rêvé ou pas, étant donné qu'il a été ambassadeur ici à Alger? Je peux quand même penser qu'il a contribué à cette rencontre-là. Il a contribué à cette rencontre-là. Ça montre l'importance de l'Algérie d'un point de vue dans le monde du renseignement, puisqu'il se retrouve maintenant à la tête Il connaît bien le dossier algérien. Il connaît bien le dossier algérien. Ce qui est certain. Et il s'est toujours montré très à l'écoute de l'Algérie, notamment en ce qui concerne la coopération dans la région du Contrairement Sahel. à son prédécesseur, Bajolé. Oui. Il faut, en ce qui concerne justement le Mali, le mécanisme qui a été mis en place par donc la France à partir de 2011-2012 est largement inspiré du CEMOC, qui a été installé par feu le général Ahmed Gaïd Saleh, qui espérait à Tamanrasset réunir les principaux pays donc du Sahel pour pouvoir faire face ensemble et communément au terrorisme qui commençait à apparaître dans cette région-là. Mais il s'avère que malheureusement, les dirigeants français, notamment les dirigeants politiques, n'ont pas été très attentifs à cette proposition algérienne. Ils ont préféré faire cavalier seul. Maintenant, ils se retrouvent quelque peu esselés dans la région. Voilà. Juste un commentaire aussi sur ça. Oui, brièvement, parce qu'il nous reste un point très important à montrer. Par rapport, si vous voulez, dans un double sens, d'abord, du côté français, il y a eu, comme les collègues l'ont dit, des erreurs d'appréciation sur la situation, notamment sur la lutte antiterroriste. Et l'expertise algérienne dans ce volet-là est reconnue au niveau international et surtout par les pays qui participaient au G5 Sahel, mais qui ont, si vous voulez, parce que le G5 Sahel est clairement une expérience qui a subi un échec. Par exemple, au Burkina Faso, après le coup d'État, le dernier coup de force militaire au Burkina Faso, on a reproché ouvertement à la France de ne pas avoir associé d'autres acteurs comme l'Algérie qui bénéficient justement d'une renommée internationale dans la lutte antiterroriste et dans la lutte contre les différentes formes de fondamentalisme, et aussi au Mali et dans la zone des trois frontières, vu que depuis 2013 et l'intervention française, le niveau des attentats terroristes n'a cessé de s'élever et justement le taux de fanatisation, si vous voulez, ou alors de prospérité de certains groupes, dû notamment au paiement des rançons, mais aussi à d'autres procédés. D'ailleurs, le Mali récemment a accusé ouvertement Paris d'avoir en quelque sorte soutenu d'une manière ou d'une autre. Il a saisi le Conseil de sécurité. Exactement, il a saisi le Conseil de sécurité. D'ailleurs, actuellement, entre Paris et Bamako, il n'y a pas vraiment de canal de communication et c'est en ça que le rôle d'Alger est très important. Il y a aussi, le président de la République l'a dit, sur le fait que la France soit une puissance au Conseil de sécurité, le fait une demande de neutralité positive sur le volet de la décolonisation du Sahara occidental. On demande d'appliquer le droit international et de ne pas justement soutenir le fait accompli colonial. Alors, Sofiane Baroudi, je vais redonner la parole parce qu'il y a un point très important qui a un petit peu échappé à la visite de Macron en Algérie, c'est l'enjeu
économique, c'est une question qui a été abordée, mais qui n'a pas été fructueuse un petit peu. On écoute un petit peu les déclarations de Mélenchon, qui a critiqué la démarche de Macron sur le gaz algérien et son manque justement d'enthousiasme sur la coopération énergétique entre Paris et Alger. Les Italiens, eux, ils ont écouté Mélenchon. Donc ils sont allés là-bas, ils ont discuté avec les Algériens, ils ont acheté du gaz. Et maintenant, le gaz, il est où, s'il vous plaît? Il y en a encore assez pour qu'on en ait? Non. Voilà. Il nous a fait perdre du temps. Perdre du temps parce que, fondamentalement, il a une mentalité dominatrice. Alors, ou il s'excuse d'avoir dominé, ou il recommence à dominer. Il faut partir d'une idée simple, c'est l'égalité. Les Algériens ont des intérêts, ils ont un gouvernement, nous ne nous en mêlons pas. Et nous, les Français, nous avons des intérêts, nous avons un gouvernement et nous nous en mêlons, parce que c'est chez nous. Voilà. Et on discute avec les Algériens à égalité. Alors, Sofiane Baroudi, comme on l'a entendu, Mélenchon a critiqué un petit peu la démarche, disons, hautaine de Macron sur la question de la coopération énergétique. Il a saisi l'occasion au vol. Il le reproche de s'être mis un peu en retard, si vous voulez, parce que les Italiens qui ont scellé un partenariat très important avec l'Algérie en matière énergétique, pour Mélenchon, a été plus rapide. Mais il y a aussi quelque chose de très important, c'est le fait que cette visite-là entérine une politique algérienne réussie qui est une politique de multilatéralité, c'est-à-dire que Alger ne se contente pas juste de tisser des relations économiques ou même stratégiques avec un seul pays, mais qu'elle diversifie. On a l'Italie, la Turquie, la Russie, les États-Unis, la France et d'autres. Bon, la Chine, bien évidemment, et l'Allemagne aussi apparemment qui veut aussi approfondir son partenariat. L'Algérie en tant que puissance d'équilibre, notamment dans ce qu'on appelle le partenariat euro-africain qui a été dessiné lors du sommet de Bruxelles, et dans l'Algérie est, si vous voulez, le facteur central ou alors l'élément déterminant pour la réussite de ce partenariat ou alors son échec. Kamal, pourquoi à ton avis Emmanuel Macron n'a pas insisté sur le volet économique et surtout énergétique? Parce que tout le monde attendait à ce qu'il fasse un petit peu le pas. Il y a eu des annonces médiatiques sur ce dossier-là, mais il faut comprendre que la France n'a pas besoin beaucoup de gaz. C'est-à-dire que son économie est basée sur le nucléaire, donc il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement dans la gestion, enfin dans il a donné même un pourcentage très réduit. Oui, 8%. Donc déjà, elle est alimentée par le Norvège. En plus de ça, il faut le dire que nous donnons du gaz à la France à travers le GME. Il y a une partie qui part en France, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est pas beaucoup, mais il y a du gaz. Si la France avait voulu, il y a longtemps, elle aurait fait cet accord-là bien avant. Mais il y a une pression européenne. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que la France n'est pas dans la configuration actuelle. L'Allemagne, oui, mais pas la France. Donc, c'est pour ça que la question du gaz n'était pas posée. Pour les Italiens, si. Pour les Allemands, si. Les Espagnols, encore moins, puisqu'ils ont des terminaux de traitement du GNL. Voilà, merci messieurs. Cette émission consacrée édition spéciale consacrée à la visite d'Emmanuel Macron à Alger est à présent terminée. Je vous remercie. Kamal Mansari, directeur de Jeunes Indépendants, du quotidien Jeunes Indépendants. Reda Harira chez Sofiane Baroudi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche prochain, avec cette fois le retour de Mediapro, avec une thématique toujours basée sur le traitement de l'information. Je vous dis bonsoir, restez branchés sur Al24 News.